to introduce my next speaker, someone that was seeing, living from the inside, the whole story of the froggy mouth. I have to say that even if she's super young, she was seeing me really super young. It is Vanessa Choureau, the dental assistant of Dr. Patrick Luce before that he retired, that is going to speak about what is the role of the dental assistant in the froggy mouth treatment. She is appearing in our screen right now. She was dressing perfectly and she's perfectly ready for the lecture of today. Vanessa, ce sera bientôt à toi de partager ton écran et de commencer ta conférence en français, évidemment. Et je tiens à te dire que c'est un plaisir de pouvoir avoir une conférence, finalement une des conférencières qui m'a connu le plus jeune et qui a le mieux connu l'histoire du froggy de l'intérieur. Je te laisse partager ton écran et commencer la conférence. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence aujourd'hui. Nous allons aborder à travers cette présentation l'importance de l'assistante au sein de la prise en charge par le froggy mouth. Le premier diapo, l'aide visuelle au diagnostic. L'accueil des patients, la différence de comportement. Pour commencer, nous allons relever certains points que l'assistante aperçoit lors de l'arrivée du patient au cabinet. Tout d'abord, c'est elle qui ressent en premier lieu le patient. C'est elle qui ressent en premier lieu le patient, donc elle incite le patient à ôter son masque et va pouvoir éventuellement observer à ce moment-là un comportement inhabituel qu'il ne fera pas lors de la consultation avec le docteur. Il est important d'en informer le docteur afin qu'il ait un aperçu du problème et qu'il fasse son diagnostic lors de la consultation avec le patient. Il faut savoir que beaucoup de patients appliquent systématiquement les recommandations du docteur en sa présence, et j'insiste bien, en sa présence, mais ne les mettent pas forcément en pratique chez eux ou devant d'autres personnes, hormis le docteur. Maintenant, nous allons compléter le discours. Nous allons compléter le discours du praticien. Il faut expliquer le problème actuel. Tout d'abord, la posture basse de la langue, la déglutition et le manque de respiration nasale. Le praticien explique toujours au patient la position à avoir pour bien avaler la salive. Mais parfois, certains patients oublient les instructions du docteur, d'où le rôle de l'assistant qui va prendre le temps de réexpliquer la position de la langue pour une meilleure déglutition et le fonctionnement de la respiration par le nez, car en réalité, certains patients respirent par la bouche et ont une déglutition atypique. Nous informons à nouveau les instructions du docteur par l'assistante en fonction très importante. Oui, c'est ça. Très important pour répondre aux attentes, besoins du patient et l'accompagner dans son traitement. Ensuite, il faut expliquer l'importance de résoudre ce problème. Une meilleure qualité de traitement, la stabilité de traitement et la facilité de traitement. Le succès de l'ensemble du traitement va entièrement dépendre de la motivation et de la coopération du patient qui, en eux, dépendent des instructions du docteur. L'assistante, quant à elle, va venir appuyer le discours du praticien en mettant en confiance le patient et ainsi participer à la mise en place d'un traitement efficient. Par ailleurs, concernant les instructions clés qui permettent de guider le patient dans son traitement,
Nous avons tout d'abord l'importance du port du Frogimorph, à savoir qu'il est recommandé de le porter 15 minutes par jour et ce, tous les jours. Ensuite, la garantie d'une coopération parent-enfant. Le parent doit s'investir dans le traitement de l'enfant, s'assurer le maintien du port de l'appareil et selon les instructions du docteur, ce qui est très important. L'enfant porte son Frogimorph devant la télé pour une meilleure qualité de traitement. Il faut bien insister devant la télé. Alors, pour conclure, le rôle primordial de l'assistante dentaire dans la réussite du traitement. Le besoin de répétition et permettre une mise en pratique correcte du traitement. En effet, l'assistante dentaire intervient toujours dans la communication aux patients et relaie le docteur dans l'éducation de la santé. Et le docteur, effectivement, compte sur elle pour en arriver. Elle doit rappeler à tout moment le bon fonctionnement du Frogimorph au patient, à savoir comment le porter, à quel moment le porter et comment le porter, à quel moment le porter et combien de temps le porter. Elle a pour but de motiver le patient, apporter un soutien psychologique dans l'acheminement du traitement suite au diagnostic du docteur et ainsi répondre aux besoins et aux inquiétudes de chacun d'entre eux. Merci pour votre attention. Et nous allons pouvoir passer aux questions. Merci beaucoup, Vanessa, pour cette conférence et merci à l'assistance technique que malheureusement les spectateurs n'ont pas la chance de pouvoir voir et apprécier. Je sais que c'est caché derrière l'ordinateur. Il y avait différentes questions qui ont déjà été posées sur le chat. La première d'entre elles est au sujet du moment exact et de la meilleure position pour regarder justement la potentielle contraction des lèvres et donc la potentielle déglutition atypique. À quel moment est-ce que tu regardes ça? Est-ce que c'est quand le patient est déjà sur le fauteuil? La question voilà, était si c'est directement au fauteuil. Évidemment, ce n'est pas au fauteuil, mais justement, quel est le bon moment, le juste moment pour regarder ça? Alors moi, je remarque dès que le patient entre dans le cabinet. D'où l'importance, c'est cela. Oui. Ouais. De retirer le masque. D'où voilà l'importance de retirer le masque et moi, je m'en aperçois. En période de Covid, c'est important de le préciser parce que ce n'est pas toujours naturel et ça a été très problématique justement. On avait vu avec Fatanix qui est caché juste là dans le cabinet les difficultés à diagnostiquer justement une déglutition atypique quand le patient ne retire son masque finalement qu'au fauteuil. Parce que quand on est au fauteuil, eh bien, on n'est pas exactement dans la même possibilité d'évaluer vraiment la vraie déglutition ou respiration du patient. Premièrement, parce qu'on n'est pas dans la même position, mais aussi parce que le patient sait être observé. Ce qui nous mène d'ailleurs à la question suivante de Benaïssa. Est-ce que l'on doit évaluer cette contraction de la musculature labio-mentonnière quand le patient est assis ou debout? Les deux. Les deux. Assis et debout. Moi, je le vois par moment. Oui, voilà. Moi, en tant qu'assistante, je le vois par moment à l'accueil. Ensuite, une fois qu'il est au fauteuil, effectivement, il peut continuer, mais une fois que le docteur commence à lui parler, c'est là qu'il commence à faire les exercices. Mais en général, oui, le menton contracte. Et une autre question, justement, c'est sur la répartition des rôles. Alors, évidemment que cela dépend toujours de chaque praticien, mais quelle est donc un petit peu la répartition des rôles qu'il peut y avoir, que ce soit dans le nouveau cabinet dans lequel tu travailles ou anciennement avec mon père, entre la partie du discours qui revient au praticien et la partie du discours que l'assistante doit reprendre? À l'accueil ou au téléphone. Oui. Qu'est-ce que tu dis justement? Oui, moi je répète, je poursuis le discours du docteur. J'appuie à nouveau sur le discours du docteur quand je suis à l'accueil ou au fauteuil, au téléphone. Mais pas, je laisse toujours, le docteur, lui, il est toujours, il donne son diagnostic au fauteuil, mais moi, j'interviens toujours après quand le patient revient encore vers moi pour me poser des questions. Bien sûr.
Et on en discutait d'ailleurs avec les conférenciers précédents de ce matin, le docteur Arajan Rapour et le docteur David Koucha, qui, eux, travaillent avec des aligneurs. Et c'est vrai que généralement, les cabinets d'orthodontie par aligneurs ont un fonctionnement un petit peu différent, où il y a une grosse partie des discours qui sont également sous-traités aux assistantes dentaires parce que on passe potentiellement moins de temps avec chaque patient. C'est vrai que généralement, quand on est en orthodontie pédiatrique, on passe beaucoup de temps avec chaque patient. Et c'est à ce moment-là aussi où les assistantes dentaires doivent particulièrement prendre conscience de leur rôle et surtout de leur légitimité à expliquer certaines choses aux patients. Je pense que c'est cette répétition, une des choses d'ailleurs que tu avais beaucoup vu avec mon père, c'est cette répétition du fait que chaque chose doit être dite et redite. Tout à fait, Guillaume. Oui, bien sûr, c'est notre rôle de toujours répéter, toujours accompagner le patient. Oui, c'est bien notre rôle. Et à quel moment, quel est le moment idéal pour pouvoir glisser au praticien, justement, lui attirer son attention sur tel ou tel patient qui pourrait avoir une évolution? Comment est-ce que l'on passe justement du moment où tu es à l'accueil, tu accueilles le patient qui arrive et où tu transmets l'information de ce que tu as pu relever au praticien? Bien avant que le docteur prenne son patient au fauteuil, bien avant qu'il rentre dans le cabinet. Donc, j'ai le temps de pouvoir en discuter avec lui, de voir le problème, d'aller vers lui, de lui en discuter. Et après, une fois que le patient rentre dans le cabinet, il s'en aperçoit et là, il permet de faire, ça permet de diagnostiquer l'état de l'enfant. Et quelles sont un petit peu tes petites techniques pour motiver les patients et puis aussi les parents à avoir une coopération et une compliance idéale pour s'assurer qu'ils vont bien porter l'appareil autant que tu le demandes? Quelles sont un petit peu les techniques de l'assistante pour ça? Déjà, la télé, les motiver à regarder la télé tout en portant l'appareil, de bien observer que la tête soit bien à l'horizontale pour avoir une meilleure déglutition. Et même si l'enfant bave, ce n'est pas grave, je préviens que ce n'est pas un souci, il continue à le porter pendant 15 minutes. Oui, effectivement, voilà. Beaucoup de patients, et surtout de jeunes patients, durant la première semaine, ont ce petit phénomène de bavage. Il faut faire très attention à maintenir ce plan lingual horizontal parce que sans quoi le bavage n'est absolument pas signe d'un retard de l'engrammation ou de l'automatisation, mais simplement d'une mauvaise posture lors du port de l'appareil. Il peut arriver dans tous les cas que tous les patients bavent la première semaine et justement, les praticiens, au bout d'une semaine, quelques petits exercices parce que le froggy-mouth ne va juste mettre l'appareil en bouche et attendre que tout se passe tout seul pour pouvoir revenir sur les habitudes de bavage, un petit peu ajuster tout cela et faire en sorte de remettre le patient sur le bon chemin de la déglutition. Pour justement tous les praticiens qui n'ont pas particulièrement l'habitude de déléguer ce genre de mission à leur assistante et qui montreraient cette conférence à leur assistante, comment est-ce que tu expliquerais en quelques mots à une consoeur assistante comment diagnostiquer en quelques coups d'œil un problème fonctionnel, que ce soit une déglutition atypique, une mauvaise posture de langue ou une respiration buccale chez un patient? À première vue, la bouche ouverte, la bouche elle est sèche, le menton contracté, voilà. À peu près ça, on pourrait observer dès l'arrivée du patient pour une assistante. Et alors, il y a un autre exercice, je sais, dont on avait souvent parlé, qui est justement celui de glisser le petit doigt dans la bouche pour évaluer la pression. Mais ça, c'est un exercice qui, pour le coup, est réservé aux praticiens. C'est toujours bon de dire voilà, aux praticiens qu'ils n'hésitent pas à faire ça. C'est un petit peu comme le docteur Koucha l'expliquait ce matin, le fait d'empêcher le contact bilabial et de regarder si on a des lèvres qui se ferment un petit peu toutes seules permet d'évaluer de manière assez précise tout cela. Alors, attends, j'avais encore une petite question qui est d'ici. Alors, de ton expérience un petit peu de pratique, quel est le pourcentage approximatif? Parce qu'on ne fait pas de la statistique. La statistique, c'est évidemment beaucoup plus sérieux qu'une simple impression, un simple ressenti. Mais quel est ton ressenti du pourcentage de patients que tu vois qui ont des problèmes fonctionnels? Beaucoup.
Beaucoup en problème fonctionnel, beaucoup. Oui. Et La tu, cause, est-ce que tu c'est la arrives nourriture? Oui. Alors, tu peux répéter, j'ai perdu ma petite oreillette. Je disais juste la cause, sûrement à cause de la nourriture, le biberon, la tétine. C'est un. Je pense vis-à-vis de cela, il y en a beaucoup qui ont un problème de déglutition, de Et plus en plus d'ailleurs. est-ce que tu as aussi des petites astuces pour motiver les parents? Parce que quand on parle de la télévision, évidemment, ça motive les petits patients, mais pas toujours les parents en tant que tels. Il leur faut parfois des arguments un petit peu plus rationnels. Est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles tu les renvoies qui permettent pour eux de s'informer au maximum sur les conséquences des respirations buccales, des déglutitions atypiques, afin qu'ils puissent aussi prendre un petit peu conscience de l'importance que ça a pour leur enfant d'être rééduqué le plus rapidement possible? Comme exemple, pour qu'ils prennent. Qu'est-ce que Je je sais, pourrais mon dire? père renvoyait beaucoup vers le site de la Société française d'orthodontie Oui, pédiatrique c'est et toutes ça. les Oui, conférences qu'il y oui. avait, notamment la conférence d'Isabelle Fioza, que beaucoup d'entre vous connaissent probablement, qui est une psychologue de renom qui s'occupe beaucoup de parentalité et qui avait fait une très bonne conférence il y a de cela un petit peu plus d'un an au congrès annuel de la Société française d'orthodontie pédiatrique sur l'importance de rééduquer les fonctions pour le développement de l'enfant de manière générale, conférence qui d'ailleurs est toujours disponible en replay sur YouTube, et Isabelle Fioza qui devrait nous faire l'honneur de collaborer avec nous sur un des futurs projets de mon père. Je ne peux encore vous en dire plus tant que rien n'est confirmé et gravé dans le marbre, mais en tout cas, Isabelle, que l'on salue particulièrement, toutes les personnes qui veulent suivre son travail sur la parentalité positive, et aussi qui est donc une très bonne personne, une très bonne référence vers laquelle renvoyer pour parler de l'importance de la rééducation fonctionnelle. Dernière petite question avant de te laisser, parce que je sais que tu as encore quelques petits patients dont il faut que l'on aille s'occuper. Oui. C'est oui, comment est-ce que tu fais quand tu as quelques parents qui sont un petit peu réticents à la simple évocation d'une télévision et qui disent ah non, pas de Tout ça chez nous, simplement. Oui. nous pas de télévision, les écrans, Oui, etc. c'est C'est vrai. banni. On en a pas mal. J'avoue, on en a vraiment pas mal. Donc, on leur dit tout simplement, il se met assis sur son lit, il garde la tête à l'horizontale et vous restez avec lui pendant 15 minutes. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de tablette. Alors, la tablette, c'est hors de question. C'est les pas en hauteur, c'est pas la peine. Mais faut assister l'enfant, faut le motiver, Je le pense que soutenir. tu ramènes un point très important, c'est la nécessité pour les parents de s'assurer que les traitements sont bien, enfin que les exercices sont bien réalisés. Mon père Oui, utilisait souvent cet exemple qu'il donnait quand il recevait des parents et leur demandait alors, est-ce que vous avez bien fait faire ces exercices à vos enfants? Et il répondait ah oui, 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 il les a très bien fait. Et je lui disais non, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je ne vous ai pas demandé s'il les avait bien fait, mais si vous lui avez bien fait faire. Et c'est là toute la subtilité dans les instructions que l'on donne aux patients. Les patients ne doivent pas s'assurer que les enfants font les exercices, mais doivent leur faire les exercices, car c'est le seul moyen de réellement s'en assurer, même si je trouve tout de même que pour la plupart des parents, on a toujours un écran qui traîne par-ci par-là, tout le monde a au moins un ordinateur. oui. Et généralement, quand on n'a pas de télévision à la maison, on a une bibliothèque suffisamment garnie pour trouver quelques livres empilés, 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 pour élever l'ordinateur jusqu'au niveau des yeux. Et puis une petite vidéo YouTube. Moi, j'ai été élevé au C'est pas sorcier avec Jeannie et Fred, et je suis persuadé que tous les arguments des parents qui nous disent que les écrans, ça abrutit, etc., 4 mois de 15 minutes de Jeannie et Fred, généralement, on n'a pas d'études scientifiques sur le sujet, mais ça fait plutôt des petits fanatiques et passionnés de science comme je l'ai été et j'espère que je continuerai de l'être, que des personnes qui se seraient fait lobotomiser par l'écran en question. C'est pour ça que, quel que soit l'écran, à partir du moment où il est surélevé à la hauteur des yeux, c'est tout de même très important pour capter l'attention et que l'enfant associe cela à du plaisir. En réalité, quand on dit simplement de rester à regarder devant un mur, c'est pas particulièrement Ah un non, bon moment auquel il pas s'associe. motivant. Et c'est pour ça que c'est tout de même à proscrire la plupart du temps, comme le fait de porter l'appareil pendant qu'on fait ses devoirs. Non,
on fait ses devoirs, on finit ses devoirs et ensuite on a le droit à son quart d'heure de télévision. C'est la récompense et rééduquer les fonctions, c'est au moins aussi important que d'avoir une politique stricte sur le sujet. Vanessa, je te remercie infiniment d'avoir accepté de participer avec nous à ces Froggy Days. Je te laisse retourner à tes petits patients qui ont besoin de toi. On t'embrasse. On embrasse tous les docteurs du cabinet, le docteur Ngo, et puis Faten qui est toujours caché derrière l'écran et qui n'a même pas voulu passer faire un petit coucou. C'est bien dommage.